Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores numéro 173 du menu crowdfunding, votre émission hebdomadaire dans laquelle je vous propose un petit tour d'horizon des nouveaux projets de jeux de société bien évidemment pour ce qui est de Kickstarter, de GameFound et toute autre plateforme de financement participatif, même si vous le savez ou vous pouvez le déduire à minima si vous suivez un petit peu l'actualité de manière générale. Bon, actuellement, les projets en financement participatif pour le jeu de société comme pour le reste, c'est un tout petit peu en berne parce que tout est fabriqué en Chine et que la situation des tarifs frise un petit peu le n'importe quoi. On voit voler pas mal de mauvaises nouvelles ces derniers jours avec plusieurs boîtes d'édition qui ferment. Pas uniquement d'ailleurs que pour les tarifs, les tarifs ont un peu bon dos, on leur met un petit peu pas mal de choses sur la trogne, même si c'est pas la seule raison qui peut expliquer certaines comment dire, mise de clés sous la porte, on va dire. Quoi qu'il en soit, je pars un petit peu en freestyle, en hors sujet, alors que j'entame à peu près l'introduction de la vidéo. C'est du grand n'importe quoi. Mais en même temps, si vous êtes abonné et fidèle de la chaîne, vous savez que on est un petit peu plus ou moins coutumier du fait, on va dire. Donc je reviens sur les rails, on reprend l'introduction habituelle, donc je vous l'ai dit, menu crowdfunding 173, les entrées, les plats, les desserts comme à l'accoutumée, sauf que, comme assez souvent depuis le début d'année 2025, il faut bien l'avouer, il n'y a quand même pas grand chose à grailler, il n'y a quand même pas beaucoup de projets à se mettre sous la dent, pas mal de projets médians, il y aura pas mal de plats principaux cette semaine, donc je vous rappelle pour ceux qui éventuellement seraient nouveaux, entrée, plat, dessert par ordre croissant d'intérêt objectivo-subjectif des campagnes. Mais donc cette semaine, pas de dessert, mais beaucoup de plats principaux en revanche, y compris un ou deux qui me plaisent quand même pas mal au final. Du coup, on est parti, émission de moins d'une heure encore une fois, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose cette semaine. Si vous êtes un habitué ou une habituée du menu crowdfunding, vous ne serez pas étonné de voir que la première entrée de cette semaine, il s'agit d'un nouveau projet de Compass Games, ce fameux éditeur qu'on cite 15-20 fois par an sur le menu crowdfunding. C'est un éditeur de Wargame ou de Warto, et c'est à nouveau ce qu'il nous propose cette fois-ci avec Desert Blitzkrieg, qui est un jeu pour 2 joueurs, de Wargame / Warto à nouveau. C'est pour 14 ans et plus, complexité médium, c'est pour 2 à 3 heures la partie, donc potentiellement quand même assez long. Et comme souvent avec les jeux de Compass Games, comme souvent avec les jeux de Wargame classiques, on va dire, Warto c'est souvent un petit peu plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir de côté de jeux de société, mais le pur Wargame c'est souvent, visuellement, pas outrageusement beau. J'imagine que quand on est fan du genre, ça a son charme et je peux l'entendre. C'est vrai que pour moi, ça met pas la tulipe à 45 degrés. Voilà, vous aurez compris. Mais bon, pour les amateurs, c'est peut-être quelque chose qui vous parlera. Et j'avoue que n'étant pas du tout connaisseur en la matière, les 91 projets de Compass Games pour moi se ressemblent tous un petit peu les uns les autres. Mais ça, c'est quand on est tout simplement pas connaisseur de quelque chose. Et du coup, il vaut mieux fermer sa mouille plutôt que de dire de la merde. Du coup, je ne vais pas passer plus de temps sur ce projet. Desert Blitzkrieg, 9 jours avant la fin de la campagne. C'est financé avec 50 contributeurs pour l'instant en tout cas. On enchaîne avec un projet qui pédale méchamment dans la semoule. Il s'agit de The Green Conquest, qui est actuellement en cours de campagne sur GameFound. C'est le premier projet, je crois, de Steamortal Games. En tout cas, c'est la première fois que je vois leur nom quelque part. 33 backers. Pas facile, 15 jours avant la fin de la campagne, on est sur une ambiance steampunk qui rencontre à mi-chemin l'œuvre de Lovecraft, on va dire, quelque chose comme ça. Visuellement, encore une fois, c'est plutôt pas vilain, ça présente pas mal, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure, c'est pour 10 ans et plus, on est sur un jeu compétitif, un petit peu horrifique, et en fait c'est un jeu de course, on ne s'y attendrait pas forcément quand de prime abord on se penche sur le visuel de jeu, mais en fait l'objectif c'est sur une map, découvrir en premier, avant nos adversaires, 4 ressources qui elles-mêmes sont un petit peu pétées, la thématique du jeu est assez originale. On va chacun incarner le leader d'un clan de l'île de Dreamair, et le but est de trouver donc les 4 ressources avant les autres, donc un champignon chargé de trimétium, une sorte de stock sous-sol, une fleur mutante, et puis un cristal de trimétium. Donc voilà, en gros, il faut essentiellement trouver ces ressources avant les autres.
c'est relativement simple de ce point de vue-là, mais bon, encore une fois, ça n'attire pas beaucoup de monde, hein, comme souvent les petites campagnes, surtout de primo-éditeurs vraiment pas connus sur GameFound, ils ont quand même encore beaucoup de difficultés à se faire une place, alors que bon, sur GameFound, les gros commencent à s'en sortir quand même pas trop mal, mais bon, les petits, et c'est le cas ici pour The Green Conquest, ça marche pas des masses, même si, vous l'avez vu, hein, le jeu est pas très cher, on a des pledges qui commencent à 30 et qui peuvent s'échelonner jusqu'à 70 si on ajoute une extension notamment, et peut-être un petit peu de deluxification aussi. Voilà donc pour ce qui est de The Green Conquest, j'entre pas plus que ça dans les détails, il y a une page quand même assez chargée d'informations. J'ai pas checké pour celle-ci parce que c'est pas une campagne qui fera beaucoup parler, mais je me demande s'il n'y a pas aussi de l'IA derrière la direction artistique. Bon, éventuellement vous vérifiez, c'est peut-être écrit dans la FAQ. Voilà pour The Green Conquest, pour l'instant en tout cas ça ne semble pas vouloir financer avec 33 backers et à peine 11% du seuil de financement atteint, même s'il reste 15 jours avant la fin de la campagne. Ça sent le sapin, voire même un petit peu la cagette là. On enchaîne avec un projet qui nous vient de Combo Games, actuellement en cours de campagne sur GameFound, et qui plus est disposant d'une VF. Il s'agit de Kilauea, je ne sais pas exactement comment on est censé le lire, ça nous vient de la culture hawaïenne, culture originale hawaïenne en tout cas, et donc c'est un jeu relativement abstrait, mais avec une thématique choupi. En fait, on va essayer de, comment dirais-je, ravir la déesse des volcans de Hawaï en lui construisant des sortes de totems un peu traditionnels avec un mécanisme de rondelle, et chacun va avoir sa propre petite île sur laquelle il va pouvoir bâtir ses totems. Il va aussi pouvoir les bâtir éventuellement au centre du plateau central lui aussi, autour du volcan justement, avec un mécanisme de scoring qui va évoluer au cours de la partie, ce qui fait que malgré des règles extrêmement simples, vous allez avoir un jeu avec énormément d'interactions et un scoring qui va tellement évoluer au fur et à mesure que vous devrez toujours faire attention de vos mouvements, à vos mouvements et à ceux de vos adversaires également, donc beaucoup d'interactions, je l'ai déjà dit. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 60 minutes la partie, 10 ans et plus, et pour l'instant, malgré des noms assez connus derrière le jeu, on y reviendra, ça marche pas très fort, alors qu'en plus de ça, il est quand même plutôt joli visuellement. J'aime pas beaucoup la couve, ça part un peu dans tous les sens, au niveau des couleurs je suis pas très fan. En revanche, le jeu a l'air d'être lui plutôt joli. 185 backers disais-je, donc 6000 € à peine, mais bon, ça suffit pour être financé à 104% pour l'instant, mais c'est quand même pas un gros succès. Il reste encore 17 jours avant la fin de la campagne. Je parlais de noms assez connus, puisque derrière Kilauea, on retrouve David Bernal et Ferran Renalias, qui sont tout de même derrière des titres comme Salt and Sea ou encore Lacrimosa, donc des jeux un peu plus experts que ce Kilauea, qui lui est plutôt un jeu familial, hein, parce qu'on nous parle de 10 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure. Encore une fois, mode dia qui me parle pas mal, je trouve ça très choupi, avec en plus ça, un jeu assez facile à sortir en termes de durée de partie, de règles aussi très faciles à appréhender, y compris pour des gens qui ne sont pas forcément de gros joueurs, et encore une fois, vraiment un set de règles qui, malgré une grosse simplicité, semble promettre quand même une certaine profondeur et une grosse rejouabilité pour Kilauea, puisque en gros vous ne pourrez pas faire des masses d'actions, hein. Vous allez au cours de votre partie essentiellement choper des tikis, donc des éléments de token, enfin de totem pardon, que vous allez pouvoir envoyer soit sur la rondelle centrale autour du volcan, soit sur votre canot, puis sur votre île personnelle. Il y aura bien sûr tout un tas de petites compétences à activer en fonction du timing, en fonction des couleurs, des sets, etc. Donc ouais, donc globalement, ça a l'air d'être plutôt très sympa. Peut-être pas un jeu que je vais aller backer pour autant, mais je trouve que quand même, pour un petit jeu qui marche pas super fort actuellement sur GameFound, je pense que c'est un jeu qui pourrait mériter un petit peu plus d'attention. D'autant plus que dans la sphère francophone, encore une fois, on a la chance d'avoir des règles en VF. J'ai pas checké la qualité, bien évidemment, mais c'est quand même bon à signaler. Vous me direz éventuellement, si vous avez l'occasion de lire le livret de règles dans la version proposée actuellement, est-ce que c'est de bonne qualité ou pas. Pour ce qui est des pledges, en plus de ça, c'est très accessible, puisqu'on voit le pledge de base de Kilauea qui est à 27 €. Et puis, c'est après tout, le reste étant l'accès à des pledges groupés pour économiser un petit peu sur la copie à l'unité, ou un petit peu sur les frais de port également. Donc voilà,
pas grand chose de plus. J'ai juste allez voir, j'ai oublié de checker tout à l'heure pour les vidéos. Est-ce qu'il y a des vidéos en français éventuellement, puisque la langue française elle-même est disponible. En espagnol on a, ouais, en espagnol, malheureusement pas en français. Dommage de proposer une campagne avec le français disponible, mais pas de vidéo de créateurs de contenu francophone. C'est un poil dommage. Pour donc Kilauea de Combo Games, 6 000 € d'engrangés, c'est financé de justesse avec 185 backers. 10 ans après sa sortie, Race to Berlin retrouve les chemins de nos tables avec une nouvelle version, toujours portée par Portal Games, les Polonais de Portal Games, qui en général, quand ils proposent une campagne sur GameFound ou sur Kickstarter, sont plutôt dans les plats principaux, voire parfois dans les desserts, et là on les retrouve seulement dans les entrées parce que 210 backers uniquement. Bon, j'aurais quand même pu les mettre dans les plats principaux malgré tout, mais il s'agit d'un jeu qui a déjà connu une sortie il y a 10 ans, comme je le disais tout à l'heure, et du coup l'intérêt me semblait un peu plus relatif. Je le place donc dans les entrées, d'autant plus qu'il est encore pas financé à 54% seulement, alors qu'on parle de Portal Games, qui est quand même un grand nom du jeu de société depuis bien 15 ans à mon avis. Bon, même s'il reste 19 jours avant la fin de la campagne et que ça devrait pouvoir financer, ça doit être une assez grosse déception malgré tout. Pour rappel, Race to Berlin, on vous replace dans le contexte de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le front de l'Est et le front de l'Ouest. Les Allemands sont sur le point de se faire ratiboiser le fion. Et du coup, nous, on va incarner l'alliance, donc côté ouest, américain, français, anglais, etc., qui cherchent à repousser les Allemands et donc à envahir l'Allemagne, donc plutôt de l'ouest, alors que de l'autre côté de la table se trouvent les soviétiques qui, eux, du côté est, vont chercher à faire d'eux-mêmes. Et en gros, le premier qui réussit à prendre possession de Berlin l'emportera. Donc un jeu avec un aspect course et stratégique assez prononcé. C'est pour 2 joueurs, vous l'aurez imaginé, l'Est et l'Ouest, et c'est tout. Pour des parties d'environ 2 heures, donc potentiellement un petit peu long. Vous me direz éventuellement si vous avez déjà testé le jeu dans ses premières éditions, parce qu'il est déjà sorti en 2015 à l'époque, et c'est pour 14 ans et plus. Et donc cette refonte de Race to Berlin nous propose aussi une DA revue et corrigée pour un jeu bien plus joli selon moi que la première édition que j'avais pu entreapercevoir via des photos sur BGG, même si je crois que le gameplay n'a pas été modifié. En tout cas, il me semble pas avoir vu ça, en tout cas j'en ai pas de souvenir. Donc pour deux joueurs, disais-je, tout à l'heure je disais 120 minutes, sachez que c'est 120 à 150, apparemment la fourchette est un petit peu plus grosse quand on se penche de plus près sur la campagne. Comme souvent avec GameFound, vous pouvez aussi bénéficier du Stretch Pay, autrement dit paiement en plusieurs fois sans frais, donc vous pouvez étaler sur 2, 3, 4, 5 mois, ça dépend des campagnes. Mais le jeu en lui-même n'est pas très cher ceci dit, donc ce ne devrait pas être trop un problème. Rapidement, dans la boîte, vous avez donc un plateau sur Berlin elle-même, ainsi qu'un plateau plus global représentant la région. Ensuite, un set de composants pour les deux camps, donc l'Est et l'Ouest bien évidemment. Il y aura un petit peu d'asymétrie, d'ailleurs vous le voyez notamment au niveau du nombre des unités. Il y aura aussi des compétences, des capacités particulières en fonction de la faction que l'on va choisir d'incarner. Je vous le disais tout à l'heure, le jeu n'est pas très cher, on est sur du 40 € pour le pledge concernant Race to Berlin, et il n'y a qu'un seul pledge, ça fait plaisir. Ça évite de se perdre dans une ribambelle de pledges, pas forcément tous très intéressants. Voilà pour le reste, je vous laisserai découvrir un petit peu le gameplay par vous-même, mais bon, sachez que vous allez donc bien sûr envoyer vos unités à travers les différents territoires pour en prendre possession, et l'intérêt aussi de Race to Berlin, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'au-delà de vos unités à vous, donc quand vous incarnez l'Ouest, les unités des Alliés, et quand vous êtes les Soviétiques, vos unités soviétiques, vous allez chacun à votre tour aussi contrôler, je crois, une partie des forces restantes des Allemands vers votre adversaire. Donc en gros, on va s'incarner soi-même et on va incarner aussi un petit peu les dernières forces allemandes contre notre adversaire. Et du coup, on va incarner une faction et demie chacun, sachant que la demi-faction qu'on incarne tous les deux, c'est la même, mais avec des objectifs radicalement opposés. Et ça, c'est plutôt intéressant sur le papier. Ce qui en fait un jeu
que j'aimerais beaucoup essayer un de ces jours. De là à aller le baquer, il y a un pas que je ne franchirai pas à mon avis, mais tout de même, je serais très curieux d'avoir des retours d'expérience pour ceux qui auraient éventuellement pu le tester jusqu'à présent via ces anciennes versions par exemple. Donc dites-moi en commentaire si c'est votre cas. Voilà, je vais pas entrer plus que ça dans les détails, d'autant plus que je ne crois pas avoir vu de vidéo en français pour Race to Berlin, ce qui est bien dommage. Je pense que c'est une thématique qui parle pas mal au public français ou même voire francophone d'ailleurs de manière générale. D'autant plus que là on est sur un projet qui devrait théoriquement, si tout se passe bien, être livré aux alentours de Essen, donc du festival de Essen, à savoir donc octobre, peut-être novembre, éventuellement un peu plus tard si il y a quelques petits retards comme on en voit souvent sur Kickstarter, GameFAQs et compagnie. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire pour Race to Berlin, le nouveau projet de Portal Games pour le 10e anniversaire du jeu, même si pour l'instant, ça se fait un petit peu dans la douleur, et en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu thématique ? Du coup, c'était la dernière entrée de la semaine, mais il nous reste donc les plats principaux, et cette semaine, ils sont plutôt nombreux, puis ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Je vous le disais tout à l'heure, parmi les plats principaux, il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment intéressants. Fairy Tail aurait peut-être même pu être dans les desserts de la semaine pour moi, mais j'ai pas pu tourner vendredi. Je tourne tout samedi, ce qui est assez rare pour moi, et du coup pour gagner du temps, on va mettre tout en plats principaux, même celui-ci qui, pour moi, si je devais me référer uniquement à mon intérêt personnel, aurait trouvé son chemin vers les desserts. Parce que vraiment, Fairy Tail, il est plutôt intéressant. Et en plus, pour vous qui regardez, qui visionnez cette vidéo, sachez qu'on a bel et bien une VF pour Fairy Tail. Donc raison de plus pour vous y intéresser. Fairy Tail, c'est le nouveau projet, en tout cas dans le premier projet, pas le nouveau, le premier projet de Fairy Tail, qui est un nouvel éditeur qui nous vient de Grèce apparemment. Et donc, Fairy Tail vous met dans la peau, ou dans la fourrure, de petits animaux. Les humains ont disparu, et donc les animaux de compagnie se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes, et ils vont vivre une aventure en coopération pour essayer de s'en sortir aussi bien qu'ils le peuvent. Hein. C'est-à-dire pas forcément très très bien d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait un pug dans le tas. Je donne peu de chances de survie à un pug, même en coopération, pour être tout à fait honnête. Mais bon, ça, c'est des goûts personnels. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, Fairy Tail pour l'instant 1237 backers, 235 000 € d'engrangés, c'est quand même plutôt pas mal pour un primo-éditeur, surtout en provenance de Grèce, hein, c'est pas très très souvent, et c'est 10 jours avant la fin de la campagne, qui est donc relativement courte pour le coup. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 1 heure, ce qui en fait un jeu plutôt facile à sortir, c'est quand même relativement court, et je le disais tout à l'heure, c'est un jeu coopératif, avec de la symétrie, vous en doutez, on va incarner jusqu'à 4 animaux qui sont très différents les uns des autres. On voit un chat, ou ce chien, ce petit pug, une souris, et puis j'arrive pas à voir, c'est un renard derrière ça, un renard quoi. Peut-être d'autres personnages, je crois qu'il y en aura d'autres éventuellement. Non, ça c'est les adversaires, je crois. Donc on a un petit cochon, ouais, ça doit être ça. Je sais pas, bref, on verra. Il y aura différents personnages que l'on pourra incarner, pas uniquement 4, je crois qu'il y en aura d'autres, y compris via des stretch goals. Donc jeu coopératif, avec de la symétrie, narratif, en campagne, avec du set collection, ok, de la gestion de ressources, bon là, à la limite c'est plus classique, et bien sûr de l'exploration, ne serait-ce que par sa thématique, on s'en doutait un petit peu. Alors, on arrive donc dans le gameplay, on voit d'ailleurs aussi certains des composants qui sont quand même hyper classe. Soyons honnêtes, le jeu présente très très bien, y compris la boîte du jeu, qui fait un petit peu parler d'ailleurs sur les réseaux. On voit que les différentes boîtes sont dans la forme d'un tronc d'arbre, ce qui pour le coup est hyper original. En revanche, se pose la question du rangement dans la Kallax. Comment ça loge? Quelle est la taille exacte de chacune des boîtes? Le rangement pose un peu question quand même. Mais apparemment, si j'ai bien compris, il y a une solution éventuellement pour vous. Pour ceux qui se posent des questions sur le rangement, on peut apparemment faire le all-in en choisissant de prendre juste une boîte classique carrée ou de prendre les boîtes format rondin comme ça. Voilà. À vous de voir. Bref, encore une fois, visuellement, je trouve que ça envoie du pâté. Fairy Tail, c'est quand même très très joli, et rien que pour ça, c'est assez immersif, on a envie de se plonger dans l'univers de ce jeu, et c'est déjà un premier point vraiment sympa. Pour le reste, les mécanismes, un jeu qui apparemment se veut plutôt orienté family, puisqu'on voit que c'est du
8 vers famille plutôt que vers les gamers, mais certainement que c'est un jeu qui doit aussi permettre de faire le pont un peu entre les gros joueurs et un public plus novice, on va dire, plus familial. On est un jeu extrêmement thématique pour le coup, et ça se voit ne serait-ce que par l'ADA. Et puis on a un jeu qui trouve un juste milieu entre la stratégie et la chance. Également, il y aura aussi pas mal de jets de dés apparemment. Un petit résumé ici des différents mécanismes qui seront mis en avant, qu'on a déjà un petit peu mentionné tout à l'heure. On aura donc de la gestion de main, on aura aussi de la construction de deck, on aura des cartes multi-usages, et ça fait plaisir. On aura également des plateaux modulables. Voilà, j'essaie de sélectionner uniquement ceux que je n'ai pas encore mentionnés, et je le disais tout à l'heure par contre, celui-ci, scénario et campagne. Donc attention, si vous n'êtes pas fan des jeux en campagne, à voir si c'est pas mieux de passer votre choix. Il vous faudra d'abord sélectionner votre héros, donc il y en aura apparemment 4 de base, petite souris, petit chien, petit chat, et un lézard apparemment le 4e, avec un arc. Ensuite, héros asymétrique, je l'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, donc, on va avoir différents petits plateaux qui vont venir se coller à votre plateau principal de façon un peu puzzle, et je trouve que ça aussi, ça a énormément de charme. En plus de ça, ça respecte toujours un petit peu la thématique tronc d'arbre, puisqu'on va venir ajouter différents petits éléments de tronc d'arbre à notre tronc d'arbre principal. J'aime beaucoup la DA, l'ergonomie des différents plateaux, ça présente encore une fois vraiment bien. On a envie de se lancer là-dedans, rien que par l'aspect visuel qui est vraiment très très soigné. Ensuite, continuons, on va voir ici différents types de quêtes, on va évoluer sur le plateau avec les différents emplacements, d'où l'aspect un petit peu d'exploration, donc compléter des missions, etc. Entre temps, on aperçoit ici aussi un petit texte qui nous vient directement de la chaîne de Pug and Play. Donc oui, il y aura une vidéo en français par notre cher compère de Pug and Play. Je dis cher compère, on n'a jamais échangé, mais je vois souvent ces vidéos de loin. Même si j'avoue que les pugs, moi, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais je suis pas fan des pugs. C'est pas le chien que je préfère très clairement. Du coup, c'est très très con comme raison, mais j'ai jamais été attiré suffisamment pour aller regarder une vidéo de sa chaîne, alors que certainement je devrais, parce que il fait certainement du bon boulot. Il a quand même pas mal de prototypes assez intéressants, donc il faudra que j'aille voir un petit peu ce que ça vaut. Donc, regardons rapidement le Core Pledge. Donc le pledge de base, il est à 89€. Que vous payez, là je parle trop vite, que vous pouvez payer en stretch pay, donc autrement dit 10 fois 8,90€, voilà, pour étaler un petit peu votre paiement. Je l'ai déjà dit, répété à foison, je suis pas fan du stretch pay, je trouve ça un petit peu pernicieux, un petit peu piégeux. C'est le meilleur moyen d'enchaîner genre 5 pledges en 2-3 mois en se disant ça va, c'est 8,90€ par mois, et on se retrouve à 47 par mois pendant 4 ans, voilà. Je suis pas fan. Bref, le Core Pledge avec uniquement donc ce rondin de bois, cette boîte de jeu, pour ceux qui regardent, qui ne regardent pas, pardon, qui écoutent l'émission sans regarder, c'est juste que la boîte ressemble à un rondin. Je l'ai déjà dit, suivez un peu. Sinon, on a un All-in Pledge à 169€. Celui-ci ajoute 2 boîtes complémentaires, Beloved Classics, et le deuxième c'est quoi, Moral Dilemmas, donc 2 extensions qui vont venir enrichir le jeu, rallonger la durée de vie bien évidemment, ajouter quelques nouvelles régions à explorer, ajouter quelques nouveaux mécanismes par-ci, par-là, donc voilà, encore plus d'aventures dans l'univers de Fairy Tail. Le tout pour donc 169€, disais-je. Continuons. Alors, on voit ici les artistes qui ont contribué à la création de l'univers de Fairy Tail. On voit ici apparemment une collaboration avec Alexander Rybak, un musicien, un violoniste, qui a participé à la création de la vidéo, enfin au niveau de la musique en tout cas. Ici, voilà. Par contre ça part un peu dans tous les sens, hein. Il faut être honnête à ce niveau-là. Il y a quelques endroits où on en mentionne des éléments de gameplay. Là par exemple tout à l'heure on vous parlait, d'abord choisissez votre héros, avec les différents plateaux. Ensuite, on nous parle de remplir des missions. Entre-temps, on va intercaler pourquoi baquer durant la campagne. On va intercaler, tiens, une vidéo, tiens, une jolie photo. Paf, on vous colle les pledges dans la tronche et on revient sur du gameplay en vous parlant ici on va upgrader notre héros au fur et à l'aventure. Je trouve que c'est assez mal agencé. Foutez-nous tous les détails que vous voulez à propos du jeu et ensuite parlez des artistes éventuellement ou mettez les pledges avant ou après, mais tout intercalé comme ça, je suis pas hyper fan pour être tout à fait net. Pour ceux qui sont un petit peu radicalement opposés à l'IA, pour ce qui est de la génération d'images,
pour la DA de manière générale, quoi. Sachez que ça a été en partie utilisé. Ils ont bien deux artistes qui sont mentionnés et mis en avant ici, mais ils ont utilisé quelques petits outils d'IA pour faciliter, fluidifier le processus, semble-t-il. Et je trouve qu'au niveau de la palette graphique, de ces reflets qu'on voit en arrière-plan ici, ça semble, ça semble transparaître un petit peu à ce niveau-là, et je suis pas très très fan. Mais bon, il y aura bien évidemment un mode solo comme dans beaucoup de jeux coopératifs. D'ailleurs, il est mis un petit peu en avant ici. Pour le gameplay, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais vous parler tout à l'heure d'une boîte carrée. Alors, on va aller checker, est-ce que c'était écrit ici déjà? Je ne sais plus. Il me semble qu'il y avait bien une solution pour ceux qui voulaient une boîte carrée plutôt que le format rondin qu'on a vu tout à l'heure. Alors, ah non, cet ascenseur ici. J'arrive pas à le contrôler comme je le souhaiterais. Bon, du coup, ça nous fait voyager un petit peu dans la page et on voit les différentes extensions, là, par exemple Velvet Classics, où on voit des régions enneigées, on voit de nouveaux héros que l'on pourra contrôler, comme le petit porcinet ou encore le petit lapin, par exemple. Ensuite, continuons avec Moral Dilemmas, donc la deuxième extension, avec des zones plus désertiques ou plus aquatiques également. Là encore, de nouveaux héros seront disponibles, de nouveaux adversaires, eux aussi, seront disponibles. La Treehouse, on s'en fout un petit peu. Je ne retrouve pas l'information sur la boîte carrée. Pour être tout à fait honnête, c'est Xavier qui m'a dit ça, qu'il y avait une boîte carrée pour ceux qui souhaitaient ça plutôt que les formats rondins. M'aurait-il menti? M'aurait-il trompé en espérant que je dise une grosse connerie sur le menu crowdfunding? Non, je n'y crois point. Je lui fais confiance. Il doit y avoir quelque part une boîte carrée. Ah tiens, voilà, c'est ici. Vous voyez, j'ai failli lui cracher à la tronche, alors qu'en fait, non. Bien évidemment, je t'envoie un bisou sur la fesse droite, mon cher Xavier. Il y aura bien une big box format Kallax classique, carré. Cubique plutôt. Voilà, du coup, on va pas rentrer plus que ça dans les détails. Sachez que la vidéo de Nyx est également sortie récemment. Donc voilà, petite alerte nyxienne, comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques temps. Dès qu'il y a une vidéo de Nyx, paf, elle apparaît avec le petit rire de notre cher Nyx national, qui lui aussi en parle plutôt en bien, semble-t-il, parce que j'ai pas encore pris le temps de regarder sa vidéo, ce que je vais faire, bien évidemment, parce que Nyx, chacune de ses vidéos, je les regarde. J'aime tellement notre cher Nyx, que même quand le projet m'intéresse pas, je regarde la vidéo quand même, ne serait-ce que pour le voir lui. Voilà, Nyx, t'es le meilleur. Voilà, on continue, parce que après tout, ça n'a aucun rapport avec Fairy Tail ce que je raconte là. Du coup, vous pouvez le tester sur Tabletop Simulator aussi pour ceux que ça pourrait intéresser, bien évidemment gratuitement. Enfin, gratuitement si vous avez Tabletop Simulator en tout cas. Les extensions, on les a déjà rapidement entreaperçues tout à l'heure quand je galérais à trouver les informations que je cherchais. Donc on va pas passer plus de temps là-dessus. En revanche, on va quand même aller checker les frais de port. Et au passage, on va aussi voir les vidéos en français avec ici, donc Pug and Play qui nous en fait une petite vidéo ici. Et puis j'ai dû sauter celle de notre compère Nyx quelque part, j'imagine. Mais elle est bel et bien disponible sur sa chaîne pour ceux qui seraient intéressés. Ces vidéos de review sont toujours très intéressantes et très bien foutues. Pour le shipping, Canada 29 à 39 € de frais de port en fonction du pledge que vous allez sélectionner. Pour l'Union Européenne, c'est en Belgique, en France ou encore à Monaco par exemple, ça va être de 14 à 24 €. Pour nos amis suisses, ce sera 20 à 30. Et puis pour nous qui sommes au Japon, 32 à 42 €. Et ça, malheureusement, c'est le dernier clou dans le cercueil de mon envie de backer Fairy Tail, parce qu'on serait certainement pour moi du coup à du 37 à 42 € de frais de port. Il y a quand même de fortes chances que je n'y aille pas, alors que je m'intéresse quand même beaucoup au final. Et là en plus pour le coup je le prendrai peut-être en français parce que c'est suffisamment familial pour espérer dans quelques années pouvoir éventuellement le sortir avec mon fils par exemple. Sachez également que si tout se passe bien, on est encore sur un projet qui devrait livrer tôt. On a de plus en plus de projets qui se lancent avec le jeu déjà fini, déjà optimisé, il n'est plus qu'à imprimer. Et du coup on nous propose théoriquement une livraison pour mi-octobre, début novembre quoi, en gros pour Essen encore une fois. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'était ce que j'avais à dire concernant Fairy Tail, le premier projet donc, de Smart Up pour 1 à 4 joueurs. 1240 backers au moment où je vous parle, 10 jours avant la fin de la campagne.
Continuons avec un retour sur Kickstarter pour parler de l'extension de A War of Whispers. Cette extension s'intitule elle-même Expansion of Influence. Est-ce qu'il y a une sorte de petit jeu de mots méta, une extension intitulée Extension de l'influence? Quelque part, il y a une blague, je pense. Elle n'est pas très drôle, mais il y a une blague. 900 backers pour l'instant, 33 000 euros d'engrangés approximativement, seuil de financement ridicule, mais bon, pour le coup, c'est financé. 12 jours avant la fin de la campagne, ça nous vient de Tabletop Tycoon, un assez gros nom du milieu, ça fait plus de 20, 30 ans qu'ils sont dans le milieu. On les a découverts pour quoi notamment alors ça, c'est pas des jeux qu'ils ont créés, ça, non Everdell Duo, Everdell Silver Frost, c'était pas eux ça. Regardons. Ah bah si, Everdell Duo, Everdell Silver Frost, c'était Tabletop Tycoon. Ce n'est pas... comment ça s'appelait déjà l'éditeur d'origine de Everdell. Ouais. Ou alors c'est l'éditeur de Everdell qui a changé de nom entre temps. Ah, c'est Starling, voilà, on les voit Starling en haut à gauche ici. Est-ce que c'est Starling qui a changé de nom ou qui a été repris? Je ne sais pas. Je suis perdu quelque part. Mais bref, quoi qu'il en soit, vous voyez ici les différents jeux qu'ils ont pondus sur Kickstarter ces dernières années. On les a vus d'ailleurs très récemment, pas sur Kickstarter, mais sur GameFound, pour une nouvelle campagne pour Black Orchestra, avec également un nouveau jeu, une nouvelle mouture dans l'univers de Black Orchestra, mais un peu plus court, plus condensé. Bref, quoi qu'il en soit, Tabletop Tycoon, c'est plutôt un éditeur de confiance. War of Whispers est un jeu qui a d'ailleurs rencontré un assez beau succès d'estime. On n'en a pas beaucoup parlé au final, mais c'est un jeu qui est quand même plutôt populaire pour ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer. Et il nous revient donc avec cette extension, donc Expansion of Influence. C'est pour 2 à 5 joueurs, alors que le jeu de base était pour 2 à 4 apparemment. 14 ans et plus, et pour des parties de 60 minutes environ. Donc encore une fois, un jeu relativement simple à sortir. Un jeu qui est au-delà de ça pas très complexe en termes de règles, mais qui propose une expérience assez intéressante. On parle ici de War of Whispers, parce que oui, il va s'agir de guerre, certes, mais aussi de chuchotement dans le sens où on ne va pas incarner les différentes factions en présence dans ce qui est l'aspect plutôt les différents belligérants en présence, mais on va incarner différentes sociétés secrètes qui tirent un petit peu les ficelles derrière pour voir un petit peu celle qui va réussir à mieux tirer les marrons du feu, quoi, en gros. Le jeu a été légèrement retouché avec un petit coup de polish pour ce qui est de l'équilibrage notamment. Il y aura aussi un petit peu de nouveauté de gameplay parce que maintenant on peut jouer de 2 à 5 joueurs parce qu'il y a aussi une nouvelle faction jouable notamment. Il y aura aussi 2 plateaux pour un peu plus de rejouabilité avec apparemment un setup un peu plus variable grâce à la présence de ce double plateau. Voilà, on aura aussi de la modification ou une édition de base bien évidemment moins chère. On y reviendra au niveau des niveaux de pledge qui du coup arrivent tout de suite, donc ça va être rapide. Pour ceux qui ont déjà War of Whispers et qui donc se contenteraient éventuellement de Expansion of Influence, c'est pour 29 $. Attention par contre, avant d'oublier de le dire, il n'y a pas de VF durant cette campagne. Peut-être à venir à terme, je ne sais pas, mais durant la campagne, c'est uniquement pour de l'anglais. Pour ceux qui auraient raté A War of Whispers mais qui seraient intéressés par le projet ainsi que par l'extension, pourquoi pas, il faudra dépenser 99 $, donc jeu de base, extension, ainsi que, c'était quoi ça, Dark Alliances Expansion Pack, qui j'imagine devait faire partie de la première campagne du jeu à l'origine, je pense en tout cas. Voilà, pour le reste, sachez que vous pouvez aussi mettre la main sur d'autres jeux de Tabletop Tycoon en add-on durant la campagne, certains avec de grosses ristournes de prix. On voit ici par exemple Nemo's War, un jeu solo hyper bien noté, c'est uniquement solo d'ailleurs, je crois que Xavier est là, il a dû y jouer 1 ou 2 fois et pas plus que ça m'étonne parce qu'il avait l'air de le rechercher très activement à l'époque et depuis j'en entends plus jamais parler. Bon, mais il a quand même très bonne réputation pour les solistes. 79 € au lieu de 150, c'est quand même plutôt intéressant. Sinon, il y a aussi Flourish par exemple. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre là-dedans? Cuba, bon bref. On voit pas toute la série des Everdell. Je suis assez curieux de voir ce que c'est que... Parce qu'avant c'est Starling qui s'occupait de Everdell. Pourquoi maintenant c'est Tabletop Tycoon? Ouais, bref, on s'en fout. C'est pas le sujet. Continuons pour le shipping. Canada 16 à 25, Union Européenne 19 à 27, et puis pour nous au Japon ce serait de 25 à 37 $ de frais de port. Reste que sur cette seule campagne, je trouve que ça manque un petit peu de rappel de gameplay de base, parce que par exemple pour moi qui n'ai jamais joué
à War of Whispers, ben, ça manque un petit peu de gameplay de base. À quoi joue-t-on véritablement? C'est bien de présenter l'extension parce que c'est le sujet de la campagne, mais le jeu de base, si on ne le connaît pas, ce serait bien de le présenter un peu plus en détail. Mais bon, c'est encore autre chose. 900 contributeurs donc, 33 000 euros d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne pour A War of Whispers et son extension Expansion of Influence. On fait l'aller-retour entre GameFound et Kickstarter quasiment à chaque projet cette semaine. Du coup, retour sur GameFound pour parler de Dicemancy, c'est le fameux Solo Game of the Month, donc le segment Zeugma, on va finir par l'appeler comme ça je pense, hein, puisque notre cher Zeugma, la chaîne par excellence du jeu solo, va évidemment se jeter sur Dicemancy. Hein, un Zeugma, tu vas te jeter dessus. Non, bref, c'est le segment habituel. Mois après mois dans le menu crowdfunding, on a donc le Solo Game of the Month sur GameFound. C'est toujours porté par Gabe Barrett, qui donc mois après mois nous fournit toujours plus de nouveaux jeux solo. J'imagine, parce que j'en ai testé aucun, qu'ils sont un petit peu à qualité variable. D'ailleurs, c'est pas toujours lui qui est à la création des jeux en question. Dicemancy, ce n'est pas lui qui le crée, c'est lui qui l'édite, c'est encore autre chose. On est ici sur un jeu assez mignon en termes de DA, avec de la magie, voilà, tout simplement, avec un tout petit aspect Ghibli au niveau de la DA. Arrêtez de dire Ghibli si vous êtes francophone et que vous dites Ghibli, vous méritez la pendaison. Voilà, c'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. C'est la peine de mort au Japon, la pendaison. Oui, on est en 2025, mais on pend encore au Japon. Bon, il y a quand même d'autres façons pour la peine de mort que la pendaison. Mais, c'est ce qu'on fait. Bref, quoi qu'il en soit, ne dites plus jamais Ghibli, c'est Ghibli. Voilà. Oui, je sais, il y a un H. Les Japonais sont un petit peu fantaisistes. Ils mettent des lettres qui font qu'on se trompe dans la prononciation. C'est aussi un peu de leur faute. Mais quand même. Quoi qu'il en soit, 1212 backers, 36 000 euros d'engrangés, 36 000 dollars d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne pour Dicemancy. Il s'agit ici d'un jeu de Tower Defense. En gros, on va protéger le lieu où l'on se trouve, et pour le coup, c'est vraiment une tower, c'est vraiment une tour magique que l'on va chercher à défendre devant l'invasion de pas mal d'adversaires et d'ennemis qui vont venir essayer de nous terrasser. Donc c'est pour un joueur, Solo Game of the Month oblige, 45 minutes la partie. On est sur un jeu essentiellement avec de la gestion de main, avec différentes cartes avec lesquelles on va pouvoir composer des sorts un petit peu pétés si l'on en croit la présentation du jeu. Et là, c'est vrai que pour la DA, effectivement, il y a un petit aspect Ghibli, Ghibli rencontre Pokémon, on va dire un petit peu. Mais c'est vrai que c'est plutôt mignon, c'est quand même à mille lieues de la qualité graphique quand même des dessins de Ghibli, soyons honnêtes, mais quand même, il y a une petite inspiration. Alors voilà, on a essentiellement des cartes qu'ils appellent des cartes domino, parce qu'on va venir les connecter les unes aux autres pour justement pouvoir établir notamment des combos de sorts, de sortilèges en tout genre. D'ailleurs, on a un petit peu d'éléments de gameplay ici. On va choisir notre magicien, notre sorceleur, voilà, en français c'est mieux, notre magicien en gros. Et donc on va créer des sorts avec différentes cartes. On voit que les cartes disposent aussi de flèches qui vont dans un sens et pas dans un autre. C'est pour justement aller effectuer ces fameux combos qui vont nous permettre de faire des sortilèges plus ou moins puissants, plus ou moins adaptés à la situation et aux adversaires qui s'opposent à nous. Voilà, il n'y a pas de vidéo en français comme c'est toujours le cas de toute façon pour les Summer Game of the Month. On pourrait espérer au moins du PDF, mais non. Par contre, sachez que si vous aviez manqué Quests Over Coffee, que Xavier aime bien, d'ailleurs il en a fait une présentation sur la chaîne qui n'avait pas marché très fort d'ailleurs parce que c'est pas des jeux très attendus, soyons honnêtes. Et bien sachez que si vous êtes intéressé par le projet, il est à nouveau disponible durant cette campagne en add-on pour une réimpression. Pour ce qui est de Dicemancy lui-même, ça suit la lignée des autres jeux de l'éditeur, à savoir 25$ pour le pledge. Il en va de même d'ailleurs pour la réimpression de Quest Over Coffee. Et puis pour le shipping, encore une fois, c'est aussi un des gros points forts de Gabe Barrett, donc l'éditeur de ces jeux, c'est que les frais de port sont quand même très sympa, parce que pour l'Asie, nous on est à 5$, pour vous en Europe ou au Canada, ce serait 6$ de frais de port, donc c'est quand même très abordable. Voilà donc pour ce qui est de Dicemancy, le nouveau projet de Gabe Barrett actuellement sur GameFound avec 1200 backers.
Retour sur Kickstarter à nouveau pour parler cette fois-ci de Solar Titans qui nous revient avec son édition définitive, son édition finale. Et j'ai dit revient parce que Sunnyside Up Games nous avait déjà proposé une campagne pour Solar Titans il y a ça, j'ai envie de dire environ 2 ans. On va checker par curiosité, c'était 2023, juin 2023, donc ça fait environ 2 ans, un tout petit peu moins de 2 ans. Et à l'époque, pour un primo-éditeur, ça avait quand même pas mal marché, avec près de 1200 contributeurs, pour un jeu qui se veut être un jeu de deck building mêlé de tableau building. Et du coup, on connaît les deux genres, mais on les connaît assez peu ensemble. C'était un petit peu l'un des aspects originaux de Solar Titans, et donc il revient avec une version revue et corrigée, un petit peu rééquilibrée de ci de là. Donc il revient et il marche à nouveau plutôt pas mal. 466 contributeurs en 4 jours de campagne, 17 jours avant la fin de cette dernière. C'est donc déjà financé pour le moment. En tout cas, tout se passe plutôt pas trop mal, même si avec 466 contributeurs, 6000 euros d'engrangés, c'est quand même pas beaucoup. Mais le jeu ne coûte pas très très cher en soi, donc ça peut se comprendre. Pour rappel, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc oui, il a bel et bien un solo, c'est pour des parties de 30 à 60 minutes, avec une assez belle DA, même si une fois qu'on arrive sur les cartes, c'est pas aussi beau que la boîte elle-même, mais globalement, ça présente pas mal. On va tous partir avec une salle de commande, en gros, et on va ensuite venir enrichir notre vaisseau. On va chacun partir avec un des 8 formats de vaisseau de base, mais avec des pièces, tout ce qui est de plus classique, et c'est là qu'on va venir agrémenter notre vaisseau de différentes façons avec cet aspect de deck building. On va venir enrichir notre vaisseau, notre équipage également, et on va s'attaquer les uns les autres pour détruire notre vaisseau, sachant que si on réussit à détruire la pièce centrale, disons le cockpit, on va dire, c'est pas exactement ça, mais bon, la salle de commande du vaisseau adverse, eh bien, celui-ci sera détruit. On pourra jouer en mode compétitif, donc en duel en 1 contre 1. On pourra également jouer en 2 contre 1, mais celui qui sera seul aura un vaisseau plus conséquent. On pourra également jouer en équipe de 2 contre 2, donc plusieurs formats de jeu, c'est plutôt intéressant. Et puis même aussi du solo / coop, donc il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et les quelques retours d'expérience que l'on peut lire sur BGG sont plutôt positifs. C'est un jeu qui a quand même réussi à pas mal séduire les backers de la première campagne. Donc ouais, quand même à checker. Si vous êtes amateur de deck building et ou de tableau building, c'est potentiellement un jeu qui pourrait vous plaire, d'autant plus qu'il est extrêmement abordable. Je ne l'ai pas encore dit, mais c'est 25$ pour Solar Titans, donc vraiment très très abordable, encore une fois. Alors pour ceux qui ont déjà Solar Titans et qui voudraient seulement le Upgrade Pack pour avoir juste les nouveaux ajouts, c'est 4$, donc ça reste encore une fois extrêmement abordable. Et pour ce qui est du shipping, ça va de 13 à 18 dollars pour nos amis canadiens, 10 à 18 pour les Européens, et puis pour nous en Asie, ce serait 9 à 11, et évidemment pour chacune des zones concernées, c'est beaucoup moins cher si vous prenez uniquement le pack de upgrade, autrement dit si vous avez déjà le jeu. Voilà donc pour ce qui est de Solar Titans, près de 500 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne. On continue avec Escape from Stalingrad Z Reloaded, encore une nouvelle version. Ça fait je crois 3 campagnes cette semaine qui proposent en fait une réédition d'un jeu déjà sorti. C'est le cas avec le nouveau projet de Raybox qui nous ramène à nouveau sur GameFound. 567 backers sont sur le coup, 19 jours avant la fin de la campagne. Encore une fois, pas de VF malheureusement, pour ce qui est fondamentalement un jeu coop, mais qui peut également se jouer en compétitif. On nous replace à nouveau dans la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci dans un univers un petit peu plus, on va dire, uchronique, dans le sens où on est dans une épidémie zombie, les nazis sont transformés en zombies, on est à Stalingrad au milieu de tout ça, et on va essayer de s'en sortir en fait, tout simplement. C'est pour 1 à 3 joueurs, configuration un peu particulière, pourquoi pas 1 à 4, d'autant plus qu'apparemment il y a 4 personnages jouables, donc c'est un peu étrange. C'est pour 30 minutes la partie, donc un jeu très facile à sortir en termes de durée de partie, c'est vraiment, on aura peut-être même envie d'en faire 2-3 consécutives, ça tombe bien puisqu'il y a une campagne narrative, donc on peut enchaîner les chapitres, et on aura bien sûr des personnages asymétriques avec lesquels il faudra composer, imaginer des synergies pour mieux s'en sortir tous ensemble.
On est sur un setup en 1 minute, installation de jeu en 1 parce que on est encore une fois sur un jeu à fascicules. Donc chacune des pages vous présente un nouveau scénario avec une mise en place qui du coup est extrêmement simple puisque le plateau et les règles du jeu de ce chapitre à proprement parler résident sur ce livret à fascicules sur lequel vous aurez juste besoin de placer vos personnages en gros. Ici on voit des standees mais il y aura aussi une version avec des miniatures pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors, continuons. What's new? D'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette campagne qui n'était pas disponible avant? D'abord, ce petit accessory set, parce que le jeu est désormais moins cher qu'avant, parce que les plateaux double épaisseur ont été remplacés par des plateaux simple épaisseur, en gros, enfin une seule épaisseur. Mais en revanche, vous pouvez choper les plateaux double épaisseur si vous préférez déluxifier votre expérience. Mais du coup, pour ça, il vous faudra choper le accessory set. Et donc sortir un petit bifton en plus malgré tout. Par contre, petite attention aux détails, quand même assez sympatoche, c'est qu'ils ont pris des grenades à main, un petit peu justement d'époque, pour pouvoir, comment dirais-je, faire lieu et place des petits pegs que l'on met dans les petits trous du plateau de double épaisseur. Thématiquement, c'est bien trouvé, c'est sympa. Ensuite, what's changed? Qu'est-ce qui a changé? Alors d'abord, l'histoire générale et les différents scénarios dans lesquels on va évoluer sont les mêmes, mais les changements résident plutôt dans les composants du jeu, ce qui leur a permis de sortir une version moins chère, notamment en sacrifiant le double épaisseur que vous pouvez choper dans le Accessory Pack. Ensuite, ma foi, il n'y a pas grand chose de plus en termes de nouveautés. Il y a quelques nouvelles armes, quelques nouveaux dés de statut sur les choses là, mais radicalement, on n'a pas ici une refonte du jeu, on a juste une nouvelle édition avec des composants un petit peu différents, mais sinon le reste, on est en terrain connu. Voilà, ici un petit aperçu également des miniatures pour ceux qui sont intéressés par l'opportunité de prendre les minis plutôt que les standees en carton. Sachant qu'au-delà des simples miniatures des personnages, vous aurez aussi des portes éventuellement à ajouter également selon les scénarios. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Pour le reste, vous avez ici les composants dans la boîte de base, donc sans les miniatures et sans les plateaux double épaisseur, comme vous pouvez le constater. Ensuite, dans le accessory set, on l'a vu tout à l'heure, donc les plateaux double épaisseur, quelques éléments comme les petites grenades pour faire les pegs que vous pouvez ajouter dans les trous ici. J'aurais appelé ça en français des bitoniaux, mais je ne sais pas exactement le nom officiel. Voilà, les petites tuiles. Ensuite, vous avez le pack de Hero Characters pour donc les personnages que vous pourrez incarner, ainsi que les Evolved Zombies, donc les miniatures de gros zombies pavots, les Beta Zombies, donc les zombies de niveau inférieur également, donc pour ceux qui seraient intéressés par les packs de miniatures. Sachant que pour ce qui est des niveaux de pledge, ça commence à $50, disons, approximativement, si vous voulez juste le jeu de base. Sinon, vous pouvez aller chercher le pledge voilà, c'est celui-ci à $209 canadiens, donc c'est $150 américains pour avoir le jeu, plus le accessory set, plus toutes les miniatures, donc le tout pour $150, avec en plus de ça une boîte qui permet de ranger toutes les boîtes en une seule et même boîte. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Escape from Stalingrad Z. Est-ce que j'ai parlé des frais de port? Non, pas encore. Du coup, c'était pas tout ce que j'avais à vous dire. Il y a aussi le shipping. Sachant qu'il n'y a pas de version française, je l'ai déjà dit, mais il est toujours bon de le répéter. Il y a du portugais, non, c'est de l'espagnol. Espagnol, polonais, mandarin, mais il n'y a malheureusement pas encore de français. Donc pour l'Union Européenne, ça va de 19 à 49 euros en termes de frais de port, ça dépend du pledge que vous allez choisir. Le Canada, 24 à 49 également. Et puis pour nous qui sommes dans Rest of the World, peut-être bien Rest of the World, et auquel cas ça coûterait un bras, un rein, un poumon et le gros orteil. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout donc pour Escape from Stalingrad Z Reloaded, 567 backers, ce qui n'est pas énorme pour un projet qui pourtant est assez populaire, enfin le jeu d'origine est assez populaire, 19 jours avant la fin de la campagne. Retour à nouveau sur Kickstarter, cette fois-ci pour parler d'un tout petit projet qui devrait peut-être figurer dans les entrées de la semaine. Oui, mais voilà, je le trouve vraiment sympatoche, donc j'avais envie de mettre un petit peu un coup de projecteur sur ce petit projet qui nous vient de Jvili Games, dont c'est le 3e projet. Avant ça, ils avaient proposé Minakshi Temple, qui avait d'abord une fois annulé avant de revenir et finalement
de financer assez largement lors de sa deuxième tentative, à l'occasion de laquelle il avait fait quand même 1150 contributeurs, ce qui est quand même pas mal du tout pour ce jeu dans lequel on construisait des temples en Inde avec un jeu extrêmement coloré qui avait l'air d'être plutôt sympa. Ça fait partie de ces jeux qui auraient pu être backés il y a 4-5 ans quand je me lançais un peu dans le Kickstarter avec la frénésie des débuts. Mais non, plus maintenant. Et du coup, ils reviennent avec un nouveau projet qui me plaît encore plus. Il s'agit de Diceverse, un jeu qui se base sur des dés, mais qui fondamentalement n'est pas un jeu de dés, mais un jeu de gestion de main asymétrique. C'est pour l'instant un projet moins conséquent que celui de leur précédent projet, avec pour l'instant 280 backers, 23 427 euros d'engrangés, donc c'est financé, 24 jours avant la fin de la campagne. Et Diceverse, c'est un jeu pour 2 joueurs en duel extrêmement facile à sortir, c'est pour du 10 ans et plus, donc on est sur un jeu relativement accessible, et extrêmement rejouable. En fait, on va avoir 4 factions. On aura les créatures élémentaires, on aura les nécromanciens, on aura les créatures un petit peu façon Lovecraft, et puis on aura les aliens. Et en fait, on va avoir donc ces factions asymétriques qui ont leur propre spécificité, leur propre capacité. Au tout début de la partie, on va jouer chacun nos dés, on va répartir nos dés en les lâchant au-dessus du plateau central, et à partir de là, ça nous donne un peu l'emplacement de départ de nos unités. Et les cartes que nous avons en main, et qui sont donc asymétriques, en plus de notre plateau asymétrique, eh bien, elles vont nous permettre de faire tout un tas d'actions, de capacités, de compétences sur les dés, en fonction de leur valeur, en fonction de leur positionnement, également en fonction aussi des positionnements d'autres dés. Parfois, il y a des enchaînements, des combos à aller réaliser, le tout pour des parties d'environ 30 minutes, donc un jeu extrêmement simple à sortir. Vous le voyez, vous lancez vos dés sur le plateau central, ça vous donne tout simplement le plan de bataille, on va dire, de votre partie. À partir de là, vous allez contrôler soit les aliens, les cultistes, les élémentaires ou les nécromanciens, donc les personnages, enfin les factions asymétriques avec leur propre spécificité. Ils ont aussi chacun leur propre DA. Les aliens, par exemple, ça fait un peu style pulp années 70. Les cultistes, on est sur un truc beaucoup plus chiadé, sombre, avec des éléments beaucoup de vert, de jaune. Les élémentaires, ça fait plus tableau peint un petit peu au fusain, c'est très joli, ou les nécromanciens qui ont plutôt une DA un petit peu cartoon mais dark, assez comment dire, old school mais plutôt charmant aussi. Donc au-delà de la simple asymétrie de gameplay, il y a aussi une vraie identité visuelle différente pour chacune des factions. Ils ont leur propre dé, leur propre spécificité, et le but c'est d'aller détruire la base adverse qui est toujours représentée par un dé spécifique. Là par exemple on voit une sorte de dé pyramidal pour les aliens, un dé 10. Oui, c'est pas pour les aliens, c'est ça. Pour les nécromanciens, on a un dé qui doit être un dé 9, quelque chose comme ça. Pour les nécromanciens, on a un dé comme triangulaire parce qu'ils ont une pyramide comme base. Pour les élémentaires, on a un dé plus classique, un dé 6, tout ce qui est le plus classique, encore une fois. Donc voilà, un jeu extrêmement simple, extrêmement accessible plutôt, devrais-je dire, avec de la symétrie malgré tout, avec un parti pris assez original de base, construire son champ de bataille avec des dés. Ouais, pourquoi pas, assez intéressant, plein de combos à utiliser. On le voit dans certains des gifs qu'ils mettent en avant un peu plus bas dans la campagne. Voilà, ici on va utiliser cette carte là avec ce dé là spécifiquement pour accomplir une action. Là, avec l'exemple de Strike with Fury, je crois que c'est ça, voilà. Il a une carte qui vous permettre d'attaquer le dé adverse pour le diminuer de 2 de ses points de vie. Ou encore ces actions extrêmement puissantes qu'ils appellent des Mighty Actions, selon l'emplacement de votre dé par rapport au dé adverse, etc. Vous allez pouvoir par exemple enchaîner ici 3 dés parce qu'ils sont placés à une case de différence connexes les uns avec les autres. Le dernier va même jarter du plateau complètement. Donc vous voyez quand même pas mal d'enchaînements, ça quand même peut être assez stratégique. Reste à voir si les emplacements de base des dés au début de la partie ne peuvent pas impacter un petit peu trop le cours de la partie elle-même. À voir, n'ayant pas testé le jeu, je ne saurais pas dire, mais sur le papier, je trouve ça super intéressant malgré tout. Les composants ont l'air d'être assez clean, même si relativement classiques.
Vous avez une version deluxifiée avec une boîte un peu plus qualitative, on va dire, avec des éléments un petit peu en surbrillance, etc. Et puis des premium un petit peu brillants, transparents, et des cartes en PVC, un petit peu à la Cheap Theory Games. Ça sort un petit peu de nulle part pour un tout petit éditeur, c'est un petit peu surprenant, mais c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Ensuite, en même temps que Diceverse, il propose également un standalone qui s'appelle Fly Further, mais qui pour le coup lui m'intéresse beaucoup moins. C'est pour 3 à 6 joueurs pour 45 minutes la partie. C'est un petit peu une course au point avec encore une fois des éléments de gameplay asymétrique, mais j'avoue que ça m'a beaucoup moins intéressé que Diceverse, donc je passe très rapidement là-dessus. Sachant que pour les niveaux de pledge, le pledge de base est à 49$ pour Diceverse. 69 si vous le prenez en deluxe, donc avec les dés deluxifiés, la boîte deluxifiée et les cartes en PVC. 79 si vous prenez le Deluxe Bundles, donc c'est Diceverse en Deluxe, plus l'extension Relics of the Void qui vient acheter des petites tuiles d'emplacement. Donc le champ de bataille n'est plus juste un champ de bataille classique, chacune des tuiles va un petit peu modifier certains aspects de gameplay. Et puis le All-In qui vient ajouter Fly Further, le tout pour 99$. Vous pouvez aussi ajouter Minakshi Temple, donc leur précédent projet, en add-on si vous le désirez. Le jeu devrait théoriquement être livré pour décembre, donc encore une fois une campagne plutôt rapide, on en a quand même beaucoup récemment. Et puis pour ce qui est du shipping, Canada 18-23 dollars. Pour l'Union Européenne, ça dépend du pays, mais France par exemple c'est 18-23 également, Belgique c'est 20-25 par exemple. Pour nous qui sommes au Japon, ce serait 10-13, donc quand même très très abordable pour le Japon, d'autant plus qu'en plus on n'a pas la TVA nous de notre côté. Donc ouais, c'est un projet qui m'intéresse quand même pas mal, à voir. C'est peut-être pas pour des bonnes raisons, après tout, il faudrait que je me plonge un petit peu plus dans les règles, etc. Mais sur le papier, je trouve que le projet a pas mal de charme, et c'est un jeu qui serait extrêmement simple à sortir également. Pour l'instant, 280 backers uniquement, 24 jours avant la fin de la campagne pour Diceverse. Et on termine donc cette semaine avec Project L Universe Ultimate All-In Collection. Mais d'abord, j'ai soif. Donc, petite lampée. Voilà, c'est fait. Et donc, Project L, vous connaissez certainement, c'est ce jeu aux composants assez fous, hein, dans le bon sens du terme. Les composants sont hyper classe, qui vous permettaient de vivre une expérience un petit peu façon Tetris, mais en jeu de plateau. Et qui a été suivi ensuite par, comment ça s'appelait déjà, Square One, je crois, mais bon, c'était un petit peu la même chose, en gros. Et donc ils nous reviennent avec cette fois-ci le Project L Universe, un Ultimate All-In de la mort qui tue, avec un seuil de financement énorme, 250 000 € à aller atteindre. Et donc là on se dit, bah dis donc, si on regarde juste la barre, c'est pas terrible tout ça, mais en fait non, ils sont quand même à 1430 backers, 100 000 € d'engrangés. C'est juste qu'ils ont un seuil de financement à 250 000, ce qui est rare, mais au moins pour le coup, on sait que s'ils financent, il n'y a pas de souci derrière, quoi, en gros. Ça nous vient de Boardcubator, qui est principalement connu de toute façon pour justement la série des Project L et de voilà, Project L Square One, qui est une sorte de nouvelle mouture qu'ils avaient pondue par la suite. Ils ont aussi d'autres jeux hein, comme Space Race, mais principalement Boardcubator, vous demandez, c'est tout le monde pour Project L qu'on les connaît. Ils avaient sorti aussi une extension intitulée Finesse, ainsi qu'une autre extension dont j'ai oublié le titre entre temps. Et donc c'est à nouveau pour Project L qui nous reviennent sur Kickstarter. Pour rappel, c'est un jeu extrêmement abstrait, hein, c'est du Tetris, pour 30 minutes la partie, pour 1 à 6 joueurs, et pour 8 ans et plus, parce que oui, il s'agit également d'un jeu extrêmement facile à prendre en main, finalement, hein, c'est un jeu de Tetris, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il y a des petits twists par-ci par-là pour enrichir le gameplay, et pour l'adapter aussi au format jeu de plateau. En fait, on va compléter des tuiles, et en fait, des tuiles de plus en moins grande complexité. Là, par exemple, cette case-là est extrêmement simple à compléter, mais ça va rapporter beaucoup moins de points que de compléter une une tuile beaucoup plus complexe, bien évidemment. Ensuite, pour Square One, donc l'édition la plus récente, la mouture un peu différente que j'ai mentionné tout à l'heure, qui faisait l'objet de la dernière campagne à l'époque, c'était un peu plus long, 40 minutes la partie, toujours pour 1 à 6, toujours pour 8 ans et plus, avec un gameplay un petit peu différent, mais pour le coup, j'ai complètement oublié Square One entre temps. Quoi qu'il en soit, sachez également que Project L sur BGG, c'est un jeu quand même très très bien noté, qui fait partie du top 15 pour ce qui est des jeux abstraits de stratégie. Donc ça aussi quand même plutôt un gage de qualité, on va dire. De manière générale, de toute façon, si vous allez sur BGG, que vous cherchiez Project L ou Square One, c'est deux jeux qui sont extrêmement bien notés de manière générale.
D'entrée, ils nous pondent les pledge levels, hein, comme ça on sait comment s'orienter et ce à quoi on peut s'attendre. 129€, c'est le pledge, le Collector's All-in Bundle. Donc vous avez Project L avec toutes les extensions et Square One avec toutes les extensions, sachant qu'il y a une nouvelle extension d'ailleurs pour Square One, si mes souvenirs sont bons. Sinon, vous pouvez bien évidemment prendre uniquement Project L Collector All-in, donc tout Project L pour 85€. Ou vous pouvez aussi prendre bien sûr tout Square One, voilà ici pour 85€ également avec toutes les extensions. Sachant que pour ce qui est de du coup Project L, vous aurez donc dans la collection All-in bien sûr le jeu de base avec toutes les pièces qui vont avec, l'extension Ghost Piece, l'extension Finesse qui avait le droit à sa propre campagne, l'extension Phoenix, la plus récente je crois, et puis le pack Ambassador, le pack Finesse, etc. etc. Même chose pour Square One, hein, le jeu de base, plus les extensions, l'extension Joker, l'extension Combo Master, et puis je crois que c'est tout, ouais c'est tout, avec donc, bien sûr la Master Box, donc la Big Box qui loge tout le jeu de base et les extensions. Si vous êtes un returning backer, autrement dit, si vous êtes un backer qui avait déjà Square One parce que vous l'aviez backé à l'époque et vous voulez juste la nouveauté, et ben vous pouvez prendre ce pledge de returning backer Combo Master pour 15€ qui vient donc ajouter cette petite extension de Combo Master. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire en réalité. Project L, hein, c'est un jeu abstrait qui a vraiment une belle cote de popularité. C'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester. Je suis pas le cœur de cible, hein, très clairement. C'est pas un jeu théoriquement pour moi, mais il a de tels composants, une très belle cote de popularité. Il y a un aspect tactile qui me tente pas mal, que j'aimerais beaucoup quand même le tester un de ces jours. Sachant que pour rappel aussi, si mes souvenirs sont bons, quand vous complétez une petite tuile comme celle-ci par exemple, vous allez pouvoir choper la pièce qui est en haut à droite, en plus peut-être des points, c'est ça les points qui sont en haut à gauche, et donc une récompense en haut à droite, qui est en fait une nouvelle pièce qui vous servira à compléter de prochaines tuiles. C'est assez bien pensé de ce point de vue là. Et puis après pour ce qui est des extensions, j'ai pas trop creusé le sujet parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà le shipping rapidement, il y a aussi éventuellement des add-ons avec des tapis de néoprène, ce genre de choses, ça, c'est pour ceux qui sont intéressés. Canada, 12 à 19€ de frais de port, en fonction du pack que vous allez choisir. Europe, 8 à 13€. Et puis pour nous qui sommes en Asie, pour le Japon, c'est zone 1, donc 20 à 49€ de frais de port. Pour l'Asie, pour ce qui est de ce projet, donc de Project L Universe Ultimate All-in Collection, 1430 backers, 100 000€ d'engrangés 25 jours avant la fin de la campagne. Voilà, c'était relativement court pour Project L Universe, parce qu'en fait, c'est deux jeux, Project L et Square One, qui sont déjà sortis par le passé. Il n'y a pas grand-chose de nouveau en réalité dans ce projet, si ce n'est ce côté un peu all-in de la mort qui tue, avec des composants de Luxifié à outrance. Et du coup, ma foi, c'est tout pour cette semaine du menu crowdfunding qui, encore une fois, est relativement court. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un menu qui va chercher les 1h30. Tant mieux pour moi, ça me fait moins de boulot à faire. Mais c'est vrai que, bon, de cette année 2025, jusqu'en février, on se disait, elle peine à se lancer. On est en avril et on n'a toujours pas l'impression que l'année se lance véritablement pour tout un tas de raisons dont on reparlera, sur lesquelles on reviendra très prochainement avec notre cher compère Nyx sur sa chaîne. Du coup, sans plus de bilvesées, j'ai envie de dire, eh bien on va se séparer. Voilà, c'est comme ça. Le menu crowdfunding est court, mais vous avez tout un tas d'autres émissions que vous pouvez aller checker sur notre chaîne ou d'autres. Ou encore mieux, vous pouvez aller jouer avec vos proches ou vos amis, qui peuvent également être des proches d'ailleurs, après tout. Voilà. Bon, allez, ceci dit, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau menu crowdfunding. D'ici là, portez-vous bien. Bon, allez, on fait une petite... on simplifie. Portez-vous bien, jouez bien. Portez-vous bien. Voilà, c'est simplifié. Le langage, l'enrichissement, tout ça. Portez-vous bien, jouez bien. Prenez soin de vous et de vos proches, ça reste le plus important. Et à bientôt.